Bonsoir, rebonsoir. Et l'Ukraine et la Russie augmentent ce soir leur capacité de combat de manière spectaculaire. Regardez ces images à Novorossiysk. C'est le bombardement opéré par l'Ukraine. Déjà hier, on avait un certain nombre d'informations, mais ce soir, elles prennent une toute autre dimension puisqu'on découvre le nombre et la qualité des navires russes qui ont été détruits par l'Ukraine. C'est une partie de la flotte russe qui est détruite dans ces bombardements que vous voyez ici à l'image, très marquant. Les forces ukrainiennes ont frappé plusieurs navires de la flotte russe de la mer Noire dans cette baie. 4 bâtiments qui comptent parmi les bâtiments de surface les plus performants de la flotte russe. On voit aussi les images avant et après qui en témoignent. Je voulais signaler sur ce plateau, vous allez pouvoir donner les précisions, l'amiral Makarov, l'amiral SN, un navire de classe Bouyan, un patrouilleur, tous ces navires étaient capables de lancer des missiles de croisière calibre sur l'Ukraine. Ils tiraient des missiles de croisière utilisés par la Russie contre les villes ukrainiennes. Michel Goya, c'est un coup important qui est porté à une marine qui a déjà eu beaucoup de pertes dans la région. Oui, alors c'est un coup très important, 4 bâtiments d'un coup. Alors c'est pas des bâtiments majeurs. Enfin les deux amiraux là, ce sont des frégates, ces petites frégates de 4000 tonnes qui sont comme toutes les frégates, elles sont polyvalentes, hein. Elles sont anti-aériennes, elles peuvent lancer des missiles, des missiles de croisière, des missiles anti-navires, etc. Donc c'est des bâtiments quand même sérieux. Ils peuvent tirer des missiles Calibre, donc c'est des missiles de croisière qui peuvent tirer à 1500 km. Le troisième bâtiment, le lanceur missile, même d'ailleurs le patrouilleur beaucoup plus petit, peuvent également lancer des missiles. Donc oui, c'était, enfin les deux amiraux en tout cas, c'était certainement les deux bâtiments encore parmi les plus importants qui restaient dans la flotte de la mer Noire. Et voilà, on peut dire maintenant que cette flotte de la mer Noire, elle est complètement neutralisée. Alors c'est une sorte de mini Pearl Harbor, si vous voulez. C'est l'expression qu'affectionnait Vincent Crouzet. Mais voilà, mais 4 bâtiments d'un coup, oui, ça fait longtemps quand même qu'un navire où que ce soit, n'a pas perdu 4 bâtiments d'un seul coup. C'est compte quadruple, c'est quand même extrêmement impressionnant. On comprend la panique qui s'est emparée de la DCA quand on voit les images qu'on avait déjà hier, où on voit les opérations de DCA pour essayer d'empêcher des bombardements. Les Russes savent bien que leur navire était menacé et pourtant ils n'arrivent pas à parer un coup pareil. Pourquoi ? Non, parce qu'ils ont perdu une partie de leur défense antiaérienne. Ils n'ont quasiment plus aussi d'intercepteurs de leur côté. Il y a une pénurie mondiale d'intercepteurs, y compris chez les Russes. Alors on ne connaît pas le niveau, on n'arrive pas à évaluer pour l'instant le niveau des dommages qui ont été subis par ces navires. On ne sait pas s'ils sont opérationnels, s'ils sont toujours opérationnels ou pas. Mais néanmoins, comme le disait Michel, oui, c'est un mini Pearl Harbor, sachant que tout de même, 3 de ces bâtiments étaient donc des lanceurs de missiles de croisière calibre, comme l'indiquait Michel. Les 4, hein, le 4e aussi pouvait lancer. Oui. Et donc, ils pouvaient toucher depuis ce rivage de la mer Noire, finalement, Odessa. Donc, c'est un sale coup qui est porté aux Russes. Le ministre de la Défense ukrainien dit « Notre opération à Novorossiysk est unique. Une frappe combinée a été menée à l'aide de missiles, de drones aériens et de drones navals. » On peut détailler même ce qu'ils ont utilisé. Il y a là un degré de sophistication qui est très considérable. Le drone Palianitsa, qui se distingue par sa conception, moitié drone, moitié missile de croisière, 3,5 mètres, 320 kg, charge de 100 kg d'explosifs. Oui, ben c'est quasiment un missile de croisière, hein. Il faut être clair, la distinction à ce stade, elle est quand même assez floue. Donc c'est quand même très puissant. Alors effectivement, c'est une attaque combinée. Ils ont utilisé également des missiles Neptune, des missiles anti-navires plus classiques, qu'ils ont transformés, améliorés, pour les rendre capables de tirer aussi sur les objectifs à terre, ou rajouter des drones navals. Et tout ça, ça passe... Parce que, entre-temps, avant ça, il y a eu un affaiblissement des défenses aériennes. Hein. On ne rentre pas comme ça c'est toujours des opérations en plusieurs temps. Donc, il y a aussi, depuis, on parle beaucoup de la campagne aérienne sur les raffineries, etc. Mais il y a avant tout ça, il faut frapper, il faut faire des passages, il faut faire des trous dans la défense aérienne pour pouvoir aller beaucoup plus en profondeur. Et donc, oui, les systèmes de défense, notamment on a un système S-400, c'est le plus sophistiqué, c'est l'équivalent des Patriotes qui a été détruit, je crois que c'était en Crimée il y a quelques jours déjà. Et tout ça, bah oui, ça autorise des frappes massives combinées en profondeur. Anthony Dabila, le missile, ce missile Neptune, là aussi, on peut le détailler, portée de 1000 km, vitesse 850 km/h,
la production de ce missile est 100% made in Ukraine. Là, on voit à quel point l'Ukraine devient une très grande puissance militaire à l'échelle du continent. Ah oui, c'est une puissance incontournable maintenant, de par le volume qui est produit et les technologies qui ont été adaptées. Je crois que le Neptune est d'origine britannique à la base. Enfin, au départ, c'est l'amélioration du Kh-35 soviétique, hein, D'accord. mais voilà, il a été amélioré. Et ça précède la guerre. Hein. Oui, bien sûr. oui. 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 Et donc, il y a le volume, le coût auquel les armes sont produites à présent, parce que c'était des armes très technologiques, qu'on produisait en très petite quantité. Les Ukrainiens ont réussi à massifier, et par le savoir-faire, la doctrine, la capacité à les employer dans des manœuvres coordonnées. Ce n'est pas n'importe comment que vous envoyez ces drones pour que les défenses soient saturées. C'est un peu ce que j'aime à dire, c'est que c'est un peu comme dans un western avec John Wayne, quand il compte les 6 coups, et puis au moment où l'autre recharge, il peut sortir et attaquer. Eh bien, c'est un peu la même chose. Il faut le faire absolument au bon moment, et il y a une fenêtre qui est souvent en fait très courte, et il faut avoir un système de commandement et de coordination qui est très au point. Ça, c'est grâce à la numérisation des forces. Et demain, lorsque la guerre sera finie, lorsque la machine de guerre russe sera prête à emploi et les armées européennes ne seront pas à jour, eh bien, l'industrie européenne, je le crois, sera très importante dans la capacité de l'Europe à se défendre. Ce soir, on va voir du côté russe aussi à quel point les Russes frappent fort et puissamment. On va entendre aussi Vladimir Poutine qui prend la parole. Ce qui est marquant ce soir, je trouve, c'est qu'on mesure à quel point ce sont 2 grandes puissances militaires qui se font la guerre. Et l'Ukraine et la Russie sont à l'échelle du continent des armées très importantes. Totalement, mais surtout depuis la guerre. Cela dit, l'Ukraine, du temps de l'Union soviétique, avait également fabriqué des armes, des missiles, avait eu également des têtes nucléaires. Et puis c'est une nation d'ingénieurs aussi, donc ce n'est pas très étonnant. Quant aux Russes, de toute façon, Poutine, depuis très longtemps, met l'accent sur la réforme de l'armée. Alors d'abord sur les armes hypersoniques, hypervéloces, etc. Bon, il a découvert qu'il manquait d'autres armes et que son armée était en fait très très mal organisée et très corrompue. Mais évidemment, on est aujourd'hui finalement au moment le plus fort de la guerre, hein, et avec une escalade des 2 côtés, une volonté de frapper absolument sans limite. Ce qui est étonnant, c'est pour moi la Russie. La Russie, c'est une vieille puissance militaire depuis des siècles. Ce qui est remarquable, ce qui se passe avec l'Ukraine, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, leur armée était dans un état embryonnaire. Au début de la guerre, en 2014, il y avait même des associations de ultra de foot qui se sont organisées en unités militaires pour essayer de soutenir l'effort de guerre. Donc on peut dire qu'en une quinzaine d'années, ils sont passés d'un état d'une milice plus à une force armée bien organisée et avec tout ce qui l'entoure. C'est-à-dire il y a base industrielle de la défense, ils ont des capacités de gestion des projets. Le point fort des Ukrainiens, c'est ça. Des ingénieurs, il y a dans beaucoup de pays, mais faire des choses rapidement, savoir ce qui est important, ce qui est moins, savoir quel risque prendre, ça, c'est assez rare. Et simultanément, Vladimir Poutine, regardez, qui apparaît, qui réapparaît. Là, il est en campagne vraiment de promotion, si on peut dire, de son armée, avec des propos très menaçants à l'égard des Européens. Le président russe a assisté à des manœuvres navales menées au large de l'île russe de Sakhaline. Il s'est rendu dans l'archipel des Kourils. Il a visité plusieurs usines, mais c'est surtout centré sur l'aspect militaire. Alors il y a l'aspect en civil, en costume cravate. Et l'autre image qui frappe beaucoup, c'est avec les marins, où il est en costume de marin, avec cette sorte de calot comme ça. Cette image est très frappante. Hein. Pilotka. Comment ? On appelle ça une pilotka. Une pilotka. Merci. Alors voilà, sa pilotka, qui tout ça dégage une image quand même très soviétique. Hein. Frappé, là, c'est pas tout à fait... c'est pas 2026, hein. C'est presque plus 1970 que 2026. C'est pas mal Brejnev avec ça. C'est un peu brejnevien, oui. Et Bush avait bien une tenue d'aviateur. Bush, c'est vrai. C'est vrai. Oui, Mais il était pilote le des président également n'a pas hésité à se mettre en différentes tenues militaires également.
ou Obama par exemple. Donc c'est pas voilà. Donc en soi c'est pas choquant. Hein. Moi il est commandant en chef des armées. Maintenant oui, le style est quand même très soviétique. Hein. Il y a un petit côté Octobre Rouge hein, pour. Ce film était formidable. Dans l'affaire. Super film. Oui. Avec Sean Connery qui avait un petit peu la barbe de Michel Goya d'ailleurs. Exactement. Oui. Alors Aurélien Hamel, mon chef d'édition, qui a la dent plus dure que vous tous, disait ça ressemble un peu à un mobil-home. Hein. C'est vrai qu'il y a un mobil-home soviétique des années. Voilà, c'est une très grande puissance militaire. Il ne faut pas les sous-estimer. C'est à l'intérieur d'un bâtiment, oui. Bon, Voilà. Les bâtiments, et notamment les bâtiments russes. Mais il y a un climatiseur. Il y a un climatiseur. Voilà. C'est pas très bateau ça. Mais là, le discours qu'il tient là, et sera très intéressant, écoutez-le, qui parle à ceux qu'il appelle les camarades officiers. Et Jean Gliniasti, l'ambassadeur naguère en Russie, disait c'est un langage qui revient en force. Hein. On disait moins camarades et ça revient, le vieux langage soviétique. Chers camarades officiers, chers camarades, bonjour. Les missions principales sont menées aujourd'hui dans le cadre de l'opération militaire spéciale. Mais notre devoir, à vous et à moi, est d'assurer la sécurité de l'État russe sur toutes ses frontières, sur tous ses territoires. Et ce n'est pas un territoire facile. Je voudrais aujourd'hui vous écouter et entendre vos propositions sur ce qu'il convient de faire de plus afin de vous offrir les conditions nécessaires pour mener de la manière la plus efficace possible les missions qui nous attendent.